La cour résonnait de rires, de tintements de verre et d'une atmosphère presque trop parfaite pour être réelle. Des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus de la terrasse projetaient des halos chaleureux sur les invités réunis, une trentaine de proches venus célébrer les 10 ans de mariage de Norman et Belle Greer. Près du grill, Norman, imperturbable, retournait les steaks avec une précision quasi militaire. Son corps bougeait mécaniquement, mais son esprit, lui, enregistrait chaque détail. Le rire de Belle, trop fort, presque forcé. Son regard sans cesse attiré par l'écran de son téléphone. Et Ashton, leur ami, nerveux, agité, tournant autour du bar comme une mouche prise au piège. Norman, chéri. Belle venait d'apparaître à son coude, tenant 2 verres de vin remplis d'un rouge profond. Son sourire, un projecteur à lui seul, capable d'illuminer toute la maison, mais ses yeux verts, eux, étaient glacés, distants. J'ai ouvert ton préféré. Ce Bordeaux qu'on a acheté en France. Norman accepta le verre, notant comment ses doigts s'attardaient sur les siens. Les ongles manucurés de Belle captaient la lumière, des éclats minuscules mais tranchants comme des lames. À 10 années magnifiques, déclara-t-elle en levant son verre. Il leva le sien, puis hésita. L'espace d'un instant, le masque de Belle glissa. Son regard se posa sur son verre avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue. Ce n'était ni de l'amour, ni de la joie, mais un calcul froid, mathématique, chirurgical. L'instant passa si vite qu'il aurait pu croire l'avoir imaginé. Presque. Norman, viens faire des photos. La voix de Karine fendit la foule. Sa sœur, postée près du jardin de roses, le faisait signe avec son impatience habituelle. Elle n'avait jamais aimé Belle, même si, ces dernières années, elle avait appris à taire ses opinions. Vas-y, dit Belle avec un sourire qui se remit en place comme un interrupteur. Je vais bien. Maman est là. Norman fit un pas vers sa sœur, mais son instinct militaire le stoppa net. Cette voix intérieure, celle qu'il avait maintenue en vie en Afghanistan, chuchotait, quelque chose cloche. Il bifurqua vers une table haute où Dileya Morgan, la mère de Belle, se tenait seule, ajustant son rouge à lèvres devant un petit miroir de poche. Dileya, dit-il en posant son verre sur la table et en prenant celui d'elle. Vous êtes resplendissante ce soir. Elle referma le miroir dans un claquement sec et sourit. À 58 ans, elle avait toujours l'allure d'une reine de beauté, même si les années avaient aiguisé ses traits jusqu'à en faire quelque chose de féroce. Merci Norman. Tu es un vrai gentleman. Il leva son verre, à la famille. À la famille, répondit-elle. Ils burent. Le vin avait un goût normal. Riche. Légèrement amer à cause des tanins. Rien d'étrange, jusqu'à ce que 30 secondes plus tard, le visage de Dileya se transforme. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses pupilles se dilatèrent. Sa main vola jusqu'à sa gorge. Commença-t-elle, avant de se plier en deux. La convulsion débuta légère, un simple tremblement. Puis, son corps entier fut pris de spasmes. Le verre éclata sur la terrasse. De la mousse apparut au coin de ses lèvres. Elle s'effondra. Ses membres se mirent à tressaillir de façon incontrôlable. Appelez les secours, hurla quelqu'un. La fête devint chaos. Les invités reculèrent, paniqués. Des téléphones surgissaient de mains tremblantes. Karine tomba à genoux auprès de Dileya, cherchant un pouls. Ashton surgit, livide. Norman, lui, restait immobile. Son cerveau d'ingénieur analysait froidement la scène, le timing de la crise, les symptômes exacts, la façon dont Belle fendait la foule, des larmes coulant déjà sur ses joues. Maman, oh mon Dieu, maman. Belle s'effondra à côté du corps convulsé de sa mère. Mais même en larmes, Norman la vit chercher du regard. Elle inspectait la terrasse. Le verre brisé. Puis la table haute, où il avait laissé l'autre verre. Celui-ci avait disparu. Belle sanglotait, mais elle eut un raté, une micro-expression. Sa tête se releva d'un coup. Son regard croisa celui de Norman, à travers le chaos. Un échange muet. Un regard figé. Puis, son masque se remit en place, avec une perfection glaciale. Et elle redevint la fille anéantie.
Les secours arrivèrent dans un tourbillon de sirènes et de lumière rouge. Ils s'occupèrent de Dileya avec une précision professionnelle, lavage gastrique, perfusion, civière. Qu'a-t-elle mangé? Des allergies connues, lança le chef des urgentistes. Rien d'inhabituel, juste du vin, répondit Belle en pleurant. Elle allait très bien il y a 5 minutes, ajouta Norman. Il ne dit rien de plus. Il gardait les mains dans les poches. Il observait sa femme mentir avec un talent digne d'un Oscar. Quand l'ambulance s'éloigna, Belle s'effondra contre lui, son corps secoué de sanglots. Je peux pas la perdre, Norman. Je peux pas. Il l'enlaça. Sentit la chaleur de sa peau à travers la soie de sa robe. Pour tous les regards, il était le mari aimant, présent. Mais dans son esprit, les fichiers s'accumulaient. Le verre disparut. Le regard de Belle. Les larmes parfaitement placées, avant même qu'elle n'atteigne sa mère. Elle s'en sortira, murmura-t-il dans ses cheveux. Dei est plus forte qu'on ne croit. Mais à cet instant précis, Norman Greer savait pertinemment qui, parmi toutes les personnes présentes ce soir-là, était vraiment plus forte qu'elle en avait l'air. Et l'odeur âcre de désinfectant dans la salle d'attente de l'hôpital ne faisait que commencer le vrai cauchemar. Et le désespoir. Norman était assis sur une chaise en plastique inconfortable, le regard fixé sur la bande défilante de CNN qui passait en boucle sur l'écran suspendu au mur. À ses côtés, Belle serrait une boîte de mouchoirs, épongeant ses yeux qui semblaient produire des larmes à la demande. Les médecins disent qu'elle est stable, murmura-t-elle, la voix brisée. Mais ils ne savent pas ce qui l'a provoqué. Ils font encore des tests. Norman hocha la tête, son visage figé dans une expression de profonde inquiétude. Mais à l'intérieur, il calculait déjà. Si Dileya avait été empoisonnée et chaque fibre de son instinct lui criait que c'était le cas, alors cela signifiait une chose, quelqu'un avait minutieusement planifié tout cela. Quelqu'un qui avait eu accès au vin. Quelqu'un qui savait exactement quel verre finirait dans quelle main. Quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce qu'il les échange au dernier moment. Je devrais appeler le travail, dit-il enfin. Leur dire que je ne viendrai pas demain. Tu n'es pas obligé de rester, répondit Belle aussitôt, presque trop vite. Je sais que tu as ce gros projet. La mère de ma femme est entre la vie et la mort. Le projet peut attendre. Une ombre passa brièvement sur le visage de Belle. Une déception? Une frustration? Cela disparut si vite qu'il n'en fut pas certain. C'est alors que le docteur Martinez apparut dans l'embrasure de la porte, une tablette en main. Madame Granger, votre mère est stable. Nous l'avons placée dans un coma artificiel pour permettre à son cerveau de récupérer du traumatisme. Il faudra plusieurs jours avant d'en savoir plus. Belle éclata en sanglots renouvelés. Norman remercia le médecin d'un signe de tête, puis guida sa femme effondrée vers la sortie. Mais dans le parking souterrain, alors qu'il marchait à ses côtés, son esprit était déjà à 3 pas devant. Le lendemain matin, Norman appela son contremaître et prit un congé d'urgence. 20 ans de travail irréprochable lui donnaient ce luxe. À tout le monde, il déclara avoir besoin de temps pour digérer le traumatisme, pour soutenir sa femme dans l'épreuve. Mais la vérité, c'est qu'il avait besoin de temps pour enquêter. Son bureau à domicile, installé dans le sous-sol, était autrefois son sanctuaire, un royaume de classeurs métalliques et d'écrans d'ordinateur où il gérait son entreprise de travaux. Désormais, il devenait une salle de guerre. Il commença par les choses évidentes. L'ordinateur portable de Belle, laissé ouvert sur le plan de travail de la cuisine. Son mot de passe? Leur date d'anniversaire. Pas très sécurisé. Dans ses emails, Norman trouva les banalités typiques de la banlieue, confirmation d'achat, horaire de cours de yoga, conversation de potins entre amis. Mais dans la corbeille, enfoui parmi les messages supprimés, il découvrit l'horreur. Des échanges avec Ashton. Des messages remontant à 8 mois. Pas les banalités entre amis de la famille. Non. Ces messages transpiraient l'intimité, les rendez-vous secrets, un langage codé. J'ai hâte de te voir ce soir. Même endroit que la dernière fois. Point. Il travaille tard encore. On a jusqu'à 22 heures. Après ce week-end, tout changera.
Norman fit des captures d'écran de chaque message. Ses mains restaient étonnamment stables, malgré la rage bouillonnant en lui. 10 ans de mariage. 10 ans de rêves partagés. De comptes communs. De promesses murmurées dans l'obscurité. Tout cela n'était qu'un mensonge. Il passa ensuite à son téléphone, y installa un logiciel espion avec la même précision qu'il utilisait autrefois dans les systèmes électriques. Le programme, discret et indétectable, interceptait tout, appels, messages, photos. En quelques heures, les données affluaient sur un serveur sécurisé qu'il avait mis en place grâce à ses compétences acquises dans les renseignements militaires. La sauvegarde cloud révéla encore plus. Des photos privées. Des factures d'hôtels payées avec une carte bancaire qu'il n'avait jamais vue. Des achats dans des pharmacies et des comtés où ils n'étaient jamais allés ensemble. Mais le plus accablant se trouvait dans les messages échangés avec des numéros inconnus. Des conversations sur des fournitures, des dosages, et comment s'assurer qu'il ne reste aucune trace. Norman imprima tout. Il constitua des dossiers, créa des chronologies. Son cerveau d'ingénieur transforma les fragments en une image limpide. Et cette image le rendit malade. Sa femme ne le trompait pas seulement. Elle prévoyait de le tuer. La maison de Karine sentait le café et la méfiance. La sœur cadette de Norman avait toujours été la sceptique de la famille. Celle qui posait les questions gênantes lors des dîners de Noël. Maintenant, elle était assise en face de lui, à la table de sa cuisine, lisant les preuves imprimées étalées devant eux. « Bon sang, Norman !» dit-elle en levant les yeux d'un échange de textos particulièrement explicite. « Depuis combien de temps ça dure ? 8 mois. Peut-être plus. Les traces numériques ne remontent pas au-delà. » Karine repoussa les feuilles comme si elles étaient contaminées. « Et tu crois qu'elle a essayé de t'empoisonner à la fête ? » « Je le sais, répondit-il avec froideur. La vraie question, c'est, est-ce que c'était sa première tentative ? Karine se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Dehors, les voisins entretenaient leur pelouse parfaite, inconscients de l'obscurité tapie à seulement quelques mètres d'eux. « Il y a autre chose. » dit-elle sans se retourner. « Quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Norman attendit, le souffle suspendu. « Tu te souviens de l'anniversaire de papa, il y a 2 ans ? Celui où Belle était si ivre qu'elle ne tenait plus debout ? Elle avait dit qu'elle avait eu une intoxication alimentaire. Elle est restée au lit 3 jours. » Karine se retourna lentement vers lui. Et dit simplement. « C'est ce qu'elle a dit. Mais moi, je l'ai vue. » Et ce soir-là, elle fouillait dans le bureau de papa. Quand elle m'a vu, elle a prétendu qu'elle cherchait de l'aspirine. Mais Norman. Papa gardait toujours ses médicaments dans l'armoire de la salle de bain. Elle le savait. Ces mots frappèrent Norman comme un coup de poing en pleine poitrine. Leur père était mort 6 semaines après cette fameuse soirée. Une attaque soudaine, avait dit le médecin. Inattendue, certes, mais pas impossible pour un homme de 72 ans souffrant d'hypertension. Tu crois qu'elle ? Je crois que papa l'a surprise en train de voler quelque chose. Des pilules peut-être, ou des documents. Et je pense qu'elle a fait en sorte qu'il ne puisse jamais le raconter à personne. Les poings de Norman se serrèrent, remplis de rage. Pourquoi tu n'as rien dit ? Parce que je n'avais aucune preuve. Juste, un pressentiment. Et tu étais tellement heureux avec elle. J'ai cru que je devenais paranoïaque. Karine se rassit, la voix brisée par l'émotion. Mon Dieu, Norman. Si j'avais parlé, il serait quand même mort. Mais maintenant, on sait. On sait pourquoi. Norman sortit immédiatement son téléphone et appela le bureau du médecin légiste du comté. Après 20 minutes de transfert et d'explications fastidieuses, il fut mis en relation avec la docteure Patricia Webb, la pathologiste qui avait réalisé l'autopsie de leur père. Monsieur Granger ? Oui, je me souviens du cas de votre père. Une attaque cérébrale tout à fait classique. Docteur, j'ai besoin de vous parler des résultats toxicologiques. Un silence. Nous n'avons pas effectué de toxicologie complète. Vu son âge et ses antécédents médicaux, rien n'indiquait une intervention criminelle. Et si jamais,
Il y avait eu quelque chose? Hypothétiquement. Vous auriez encore les échantillons? Cette fois, le silence fut plus long. Monsieur Granger. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez me dire? Norman regarda sa sœur. Regarda les preuves éparpillées sur la table. Et surtout, le poids insupportable de la vérité qui l'écrasait. Je pense que mon père a été assassiné. Dr. Webb accepta de les recevoir cet après-midi-là. Le bureau du médecin légiste se trouvait dans un bâtiment froid, stérile, qui sentait le formol et les secrets bien enfouis. La Dr. Webb, une femme dans la cinquantaine aux yeux doux et aux cheveux grisonnants, les conduisit dans une petite salle de réunion. J'ai ressorti le dossier de votre père, dit-elle en ouvrant un épais classeur. Autopsie standard pour son âge et les circonstances. Athérosclérose significative. Preuve d'événements cardiaques mineurs passés. L'AVC fut massif, mais pas inédit. Et le bilan sanguin? Panel basique uniquement. Dépistage de drogues courantes, alcool, rien d'exotique. Elle feuilleta plusieurs pages de résultats de laboratoire. Mais maintenant que vous en parlez, j'avais noté quelques anomalies, sans jamais les approfondir. Comme quoi? Les enzymes hépatiques étaient anormalement élevées par rapport à ses médicaments habituels. Et il y avait des traces d'un composé que je n'ai jamais pu identifier. J'avais supposé que c'était un métabolite d'une prescription. Norman se pencha en avant. Et si vous saviez quoi chercher maintenant? Pourriez-vous l'identifier? Dr. Webb le fixa, attentive. Monsieur Granger. Qu'est-ce que vous ne me dites pas? Il sortit son téléphone et lui montra les captures d'écran des messages de Bell. Ceux qui parlaient de « fourniture », de « dosage ». Ceux qui mentionnaient des termes comme « indétectable » et « cause naturelle ». L'expression de la médecin se durcit au fil de la lecture. Il va falloir faire des analyses complémentaires. Ça prendra quelques jours. Mais si votre père a été empoisonné avec un composé exotique, il est encore possible qu'on détecte des métabolites. Et si vous trouvez quelque chose? Alors, on aura affaire à une affaire de meurtre. Norman rentra chez lui, roulant dans des rues suburbaines qui semblaient identiques à ce matin-là. Les pelouses toujours impeccables. Les maisons toujours parfaites. L'illusion de sécurité intacte. Mais pour lui, tout avait changé. La femme avec qui il avait partagé son lit pendant 10 ans n'était pas seulement une infidèle. C'était une meurtrière. Et si la Dr. Webb trouvait ce qu'il croyait? Bell avait tué son père. La maison semblait différente lorsqu'il franchit le seuil. Chaque photo de famille sur la cheminée le narguait. Chaque souvenir partagé devenait empoisonné par la vérité. Dans la cuisine, il trouva un mot laissé par Bell. Parti à l'hôpital, je vais rester un moment avec maman. Rentre tard. Je t'aime. Love. Ce mot avait maintenant un goût de poison. Norman se versa 3 doigts de bourbon et s'assit dans le vieux fauteuil de son père. Celui que Bell avait toujours détesté, toujours voulu jeter. À présent, il comprenait pourquoi. Chaque fois qu'elle posait les yeux dessus, elle y voyait sa victime. Son téléphone vibra. Un message de la Dr. Webb. Résultat préliminaire, présence d'alcaloïdes exotiques, compatibles avec des neurotoxines végétales. Analyse complète prévue demain. Norman resta à fixer l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Puis il supprima le message, et termina son bourbon. Son père était mort. Sa femme était une meurtrière. Et demain, il commencerait à planifier sa vengeance. L'USI, unité de soins intensifs, sentait l'antiseptique, et la mort imminente. Norman était assis près du lit de Delia, observant les machines respirer pour elle, pendant que sa fille pleurait bruyamment dans le couloir. Après 3 jours de coma artificiel, les médecins avaient commencé à réduire sa sédation. Elle se réveillerait bientôt. Norman voulait être là quand ça arriverait. Les moniteurs bipaient doucement. Les paupières de Delia frémirent. Elle grogna, tenta de parler malgré le tube. Puis fixa le visage de Norman avec une étonnante lucidité. « Bienvenue parmi nous », dit-il doucement. Les infirmières arrivèrent en vitesse pour retirer les tubes.
Et pendant qu'on vérifiait ses signes vitaux, Dileya coopérait avec un calme professionnel, mais ses yeux ne quittaient jamais le visage de Norman. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls, elle s'éclaircit la gorge, esquissa un sourire. « C'était désagréable, murmura-t-elle. »« J'imagine bien, répondit-il. Les médecins pensent que j'ai fait une réaction. Une intoxication alimentaire, peut-être, ou du mauvais vin. » Sa voix contenait une interrogation implicite. Norman s'adossa à une chaise, la scrutant attentivement. Même après avoir frôlé la mort, Dileya Morgan dégageait cette élégance prédatrice qu'il lui connaissait si bien. Ses cheveux argentés étaient toujours parfaitement coiffés, malgré 3 jours d'inconscience. Son maquillage semblait avoir été rafraîchi probablement par Belle pendant les heures de visite. « C'est drôle, ce vin, dit-il calmement. On l'avait acheté ensemble, en France. Je l'avais gardé pour une occasion spéciale. Les anniversaires de mariage, c'est plutôt spécial, non ? C'est vrai. Mais je t'avoue que j'ai été surpris par ta réaction, si violente. » Le sourire de Dia ne fléchit pas, mais quelque chose dans son regard se durcit imperceptiblement. Ce genre de choses arrive. À mon âge, on ne sait jamais ce que notre corps va rejeter, surtout quand ce n'est pas destiné à vous. Les mots restèrent suspendus dans l'air, tranchant comme une lame. Dileya lissa lentement la couverture de l'hôpital avec une précision presque chirurgicale. Lorsqu'elle leva à nouveau les yeux, le masque maternel avait complètement disparu. « Tu es un homme intelligent, Norman. Je t'ai toujours respecté pour ça. Apparemment, pas assez intelligent. » Son ton se fit glacial. « Depuis combien de temps vous planifiez ça, tous les deux ? » « Planifiez quoi, ton meurtre ?» Dileya éclata de rire. Un rire sec, strident. Comme du verre qu'on brise. « Tu as une imagination débordante. J'ai des preuves. Photos. Messages. Relevés financiers. Je suis au courant pour les liaisons, les achats fictifs, les contacts avec ton fournisseur. Je sais que tu as tué mon père. Prouve-le. » Le défi était lancé. Comme un gant jeté au pied d'un trône. Norman sortit calmement un enregistreur numérique de la poche intérieure de sa veste et le posa sur la table de chevet. La lumière rouge clignotait doucement. « Voici ce que je pense, » dit-il posément. « Toi et Briella, vous avez fait ça pendant des années. Trouver une cible. L'épouser. Vider ses comptes. Et l'éliminer dès qu'il devient un problème. » Il marqua une pause, la regardant dans les yeux. Mon père a surpris Belle en train de fouiller ses papiers personnels. Alors vous avez accéléré les choses. Vous l'avez tué avant qu'il ne puisse vous dénoncer. L'expression de Dileya demeura impassible, mais ses phalanges blanchirent légèrement, crispées sur la couverture. Ensuite, vous vous êtes tourné vers moi. Cible plus grosse. Plus d'argent. Une assurance vie plus généreuse. Mais vous avez commis une erreur, ce soir-là. Tu as laissé transparaître une fraction de seconde le calcul dans les yeux de Belle quand elle m'a tendu ce verre. Tu es paranoïaque. Vraiment ? Alors explique les alcaloïdes végétaux dans ton sang. Explique les achats par carte de crédit de composés inexistants en pharmacie. Explique pourquoi ta fille couche depuis 8 mois avec un soi-disant ami de la famille. Dileya resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle parla à nouveau, sa voix avait changé. Plus dure. Plus honnête. Tu n'étais pas censé être la cible à l'origine, Norman. Ce n'était jamais prévu comme ça. Non. Belle devait épouser quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus malléable, de plus faible. Mais tu es arrivé. Avec tes revenus stables. Ta discipline militaire. Ton absence de famille. Et elle m'a convaincu que tu étais parfait. Parfait pourquoi ? Pour s'entraîner. Elle sourit. Un sourire aiguisé comme un scalpel. Tu étais censé être facile. Une répétition avant qu'on s'attaque à plus gros. Mais tu as toujours été inconvenant, n'est-ce pas ? Toujours à surveiller. Toujours à réfléchir. Toujours dans le chemin. Norman arrêta l'enregistrement et remit l'appareil dans sa poche. Merci pour l'aveu.
Tu te crois malin. Mais tu ne comprends pas avec quoi tu joues. Ça remonte à loin, Norman. Des décennies. Des générations. Ma mère m'a appris, et moi j'ai appris à Belle. Elle se redressa légèrement. Nous sommes des prédatrices. Des apex prédators, dans un monde peuplé d'hommes crédules. Nous sommes. Où nous étions, demanda Norman froidement. Parce que maintenant je sais exactement ce que vous êtes. Et je vais vous anéantir. Dileya se pencha vers lui, sa voix tombant à un murmure glacial. Tu ne pourras rien prouver devant un tribunal. Au mieux, tu as des indices circonstanciels, et un enregistrement d'une femme encore confuse après un empoisonnement. N'importe quel avocat dira que j'étais désorienté, perdu, peut-être. Je n'ai pas besoin d'un procès pour détruire vos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Norman se leva, redressant sa veste. Ça veut dire que tu as élevé une fille qui pense être plus maligne que tout le monde. Mais pendant qu'elle apprenait à mettre du mascara, moi j'analysais les positions ennemies et planifiais des frappes tactiques. C'est ça, mon métier, dit Leia, résoudre des problèmes. Il s'avança vers la porte, puis s'arrêta. Et la prochaine fois que tu veux tuer quelqu'un, assure-toi qu'il boit le bon verre. L'adresse le mena à un immeuble délabré, de l'autre côté de Loisville. Peinture écaillée. Fenêtres brisées. Voitures abandonnées. C'est là que vivait John Rancho désormais. 5 ans plus tôt, pourtant, il possédait une entreprise de construction valant des millions. Norman gravit les escaliers en béton. Ils empestaient l'urine et le renoncement. Et du désespoir. L'appartement 3B n'avait pas de plaque nominative. Juste un numéro, accroché de travers sur une porte qui avait visiblement connu des jours bien meilleurs. Norman frappa. Qui est-ce? Je m'appelle Norman Granger. Je suis le mari de Belle Morgan. Je crois qu'on doit parler. Un silence. Puis le bruit mécanique de plusieurs verrous tournant l'un après l'autre. La porte s'ouvrit, révélant un homme qui, autrefois, avait peut-être été séduisant. Mais aujourd'hui, John Rancho ressemblait à un épouvantail déguisé en être humain. Maigre à l'extrême, presque affamé, le visage envahi par une barbe non taillée, vêtu d'un t-shirt troué et taché. Belle Morgan, répéta lentement John. Ça fait un moment que j'ai pas entendu ce nom. Même si, j'imagine que maintenant c'est Belle Granger. Je peux entrer? John s'écarta sans un mot. L'appartement, étonnamment propre vu l'état général du bâtiment, était aussi incroyablement vide. Un canapé usé, une télévision, une table pliante accompagnée de 2 chaises métalliques. Le réfrigérateur émettait un bourdonnement irrégulier, comme une machine en fin de vie. Café? Demanda John. C'est du lyophilisé, mais il est chaud. Volontiers. Ils s'installèrent à la petite table pendant que John versait les cristaux dans 2 mugs ébréchés. De près, Norman pouvait voir que cet homme avait jadis été solide, larges épaules, mains puissantes, un corps forgé par le travail physique et une bonne nutrition. Aujourd'hui, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Donc, t'as épousé la petite, dit John. Depuis combien de temps? 10 ans. Jésus? Elle les garde jamais aussi longtemps. Et toi? Combien de temps elle t'a gardé? John eut un rire sans joie. Moi, j'étais fiancé à sa mère. Pas à elle. Dileya Morgan. À l'époque où elle se faisait encore appeler Dilia Hartwell. C'était, il y a quoi, 7 ans? On s'est rencontrés à une soirée caritative. Elle faisait du bénévolat. Elle avait l'air bien, tu vois. Une femme récemment veuve, élevant sa fille seule. Et ensuite? Ce qui arrive toujours avec ce genre de femme. Ça commence doucement. Des petites choses. Elle avait besoin d'aide, juste pour un paiement hypothécaire, une fois. Puis elle m'a demandé de co-signer un prêt pour les études de Belle. Et avant que je m'en rende compte, je payais tout, le loyer, les voitures, les virées shopping. Norman sirotait son café amer, attendant la suite. Puis vinrent les accusations. J'étais contrôlant, possessif, j'avais mauvais caractère, j'étais émotionnellement abusif. Du pur délire.
Mais Dileya était convaincante. Elle avait cette manière de te faire douter de tes propres souvenirs. Tu as rompu? J'ai essayé. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. John se leva, alla vers un vieux classeur métallique cabossé, probablement récupéré à la décharge. Il en sortit un épais dossier, qu'il posa sur la table. Rapport de police, dit-il en étalant les papiers. Plainte pour violence domestique. Harcèlement. Accusation de stalking. Tout déposé par la douce et innocente Dileya Morgan. Norman parcourut les documents. Un schéma évident apparut. À chaque tentative de John pour s'éloigner de Dileya, elle intensifiait la pression légale, ordonnances restrictives, convocation au tribunal, témoins de caractère qui le décrivaient comme un homme violent, instable. Aucun des dossiers n'a tenu, poursuivit John. Les procureurs voyaient bien que c'était du vent. Mais le mal était fait. Le bouche à oreille a fait son œuvre. J'ai été étiqueté comme un cogneur de femmes. Les clients ont annulé leur contrat. Les fournisseurs exigeaient des paiements comptants. Mes propres employés me regardaient comme si j'étais un monstre. Et ton entreprise? Foutu. J'ai dû tout liquider pour payer les frais juridiques. Et Dileya faisait traîner les procès pendant des mois. À chaque fois que j'étais sur le point de blanchir mon nom, elle déposait de nouvelles accusations. Norman observait son visage. Il disait la vérité. Ça se voyait à ses mains tremblantes. À sa voix, chargée d'une douleur ancienne qui n'avait jamais vraiment guéri. Comment ça s'est terminé? Elle a trouvé une nouvelle cible. Un docteur de Chicago. Elle a abandonné toutes les charges du jour au lendemain. Et elle a disparu. Me laissant avec une réputation que je ne retrouverai jamais. John eut un ricanement amer. Imbrielle. La petite belle. Elle faisait partie de la mascarade depuis le début. Elle jouait la fille inquiète, soucieuse de la sécurité de sa mère. C'est elle qui m'a convaincu que Dileya avait besoin de protection. De quelqu'un de fort pour s'occuper d'elle. La voix de John se fit plus amère. C'est elle qui m'a soufflé l'idée de souscrire des assurances vie. Pour protéger Dileya, si jamais il m'arrivait quelque chose. Ces mots frappèrent Norman comme un coup de massue. De l'assurance vie? Bien sûr. Combien? 2 millions. Une police temporaire. Bénéficiaire, Dileya. Elle disait que ça lui donnerait la paix de l'esprit. Norman sortit son téléphone. Il fit défiler ses propres documents d'assurance. Une police à 5 millions de dollars. Signée 3 ans plus tôt. C'est Belle qui l'avait suggéré. Pour protéger leur avenir commun. Ils allaient te tuer, dit-il doucement. Probablement. Mais ils ont trouvé une proie plus facile d'abord. John rassembla lentement les rapports de police, ses mains toujours tremblantes. Pourquoi tu es là, Norman? Quel est ton angle? Ils ont essayé de m'empoisonner, il y a 5 jours. Ils ont raté. C'est Dileya qui a été touché. John le fixa longuement. Puis, il éclata de rire. Mais cette fois, ce n'était pas un rire amer. C'était un vrai rire. Franc. Presque joyeux. Ils ont empoisonné la mauvaise personne? Jésus-Christ. C'est magnifique. Et la vieille sorcière? Elle a survécu. Elle parle. Elle prépare sûrement déjà son prochain coup. Et tu es ici parce que je vais les démolir. Mais j'ai besoin de comprendre toute l'étendue de ce qu'ils font. John s'appuya contre son siège, observant Norman avec un nouvel intérêt. Tu veux une revanche? Je veux la justice. Pour moi, c'est la même chose. De quoi as-tu besoin de ma part? De tout. Chaque document, chaque détail, chaque élément de preuve que tu as. Je monte un dossier qui les mettra tous les deux en prison à vie. Que est ce qui te fait penser que tu peux réussir là où j'ai échoué? Norman soutint son regard. Parce que je ne cherche pas à me défendre contre de fausses accusations, je passe à l'offensive. Et parce qu'ils ont fait l'erreur de s'en prendre à quelqu'un qui sait comment riposter. John resta silencieux un long moment, puis hocha la tête.
D'accord. Mais je veux quelque chose en retour. Quoi? Quand tu les détruiras, je veux être là pour voir ça. Plan sonore, un moteur au ralenti, cliquetis d'appareil photo. Le Riverside Motel s'étendait à côté de l'autoroute, comme un secret honteux. Norman, assis dans son pick-up sur le parking d'en face, caméra équipée d'un téléobjectif prêt à filmer. Il suivait Ashton depuis 3 jours, observait ses allées et venues. Tous les mardis et jeudis, leur ami de la famille s'arrêtait ici, à 20 minutes de la ville, dans ce temple de l'adultère. À 19h27, la Lexus argentée de Belle entra dans l'enceinte du motel. Norman appuya sur le déclencheur. À travers l'objectif, il vit sa femme de 10 ans descendre de voiture, dans la robe qu'il avait achetée pour leur anniversaire. Elle vérifia rapidement les alentours, se hâta vers la chambre 237. Ashton lui ouvrit la porte avant même qu'elle frappe. Le baiser qu'ils échangèrent n'avait rien de la pudeur des amis de la famille, faim, désespoir, besoin à peine contenu. Norman immortalisa tout en haute définition. Entre-temps, il avait installé un logiciel espion sur leur téléphone. Il savait qu'il restait en général 1h30, le temps pour lui d'aller dans un magasin d'électronique, d'acheter un dispositif d'écoute discret comme une pièce de 2 centimes, et de le fixer sous la voiture d'Ashton, pendant que le couple, heureux. Il rentra chez lui et attendit. À 18h30, son téléphone vibra, l'appareil espion s'était mis en marche. Il enfila ses écouteurs, appuya sur « Enregistrer ». Il faut faire plus gaffe, la voix d'Ashton, tendue. Pourquoi Norman ne se doute de rien? Belle, détendue, satisfaite, il est tellement inquiet pour maman qu'il ne remarque que très peu que j'existe. Ta mère a failli mourir, Brie. Ça ne t'inquiète pas? Elle ne l'a pas fait. Et tout s'est arrangé. Norman sentit son sang se glacer. Il parlait de son meurtre comme s'il faisait la liste des courses. Je pense pour son prochain grand projet. Ashton, on ne fait que travailler tard, rentrer épuisé. Montagne de travail égale crise cardiaque, naturelle. Assurance de 5 millions, puis disparition dans un pays sans traité d'extradition. Et ta mère? Elle a bien servi aussi. Il est temps qu'elle ait un accident à elle aussi. Norman coupa l'enregistrement. Il resta assis, sidéré, non seulement il prévoyait son assassinat, mais aussi celui de Dileya. Le maître devenait l'élève. Son téléphone vibra, un texto de Belle. Je bosse tard au musée, ne m'attends pas, encore un mensonge. Le logiciel de suivi lui indiquait qu'elle était chez Ashton. Il transmit le fichier audio à 3 adresses mail, copia les fichiers sur plusieurs disques, téléchargea tout sur un cloud sécurisé. Puis il commença à planifier. Le lendemain matin, il appela sa sœur. « J'ai besoin que tu me fasses un truc, » dit-il sans préambule. « Quel genre de truc ? » Le genre qui pourrait te causer des ennuis si quelqu'un demande d'où viennent les infos. Caroline resta silencieuse un instant. « Ça concerne Belle. Ça concerne ma vie. Tu as besoin de quoi ? » Norman lui envoya des captures d'écran de conversation, les plus explicites, celles qui ne laissaient aucun doute. Il lui donna aussi les coordonnées de Kendra Vaughn, amie de Belle et chef officieuse du réseau de potins du quartier. Envoie-les à Kendra. Fais comme si tu les avais reçus par erreur, destinés à quelqu'un d'autre, mais que ce quelqu'un t'a envoyé à toi. Norman, ça va la détruire socialement. C'est le but. Je veux qu'elle soit isolée, désespérée, acculée. Les prédateurs sont plus dangereux quand ils se sentent piégés. Caroline diffusa les messages dans l'heure. Le soir venu, le téléphone de Norman ne cessait de vibrer, voisins, amis, connaissances. La rumeur se propageait comme une traînée de poudre. À 21h, Belle rentra en larmes. Tout le monde sait, sanglotait-elle, s'effondrant dans ses bras. Quelqu'un a divulgué mes messages privés. Tout le quartier en parle. Norman la serra, admirant sa capacité à pleurer sur commande. Même prise en flagrant délit d'adultère, elle jouait la victime. « Ça va aller » murmura-t-il. « On s'en sortira. »« Comment peux-tu me pardonner » elle chuchota contre sa poitrine. « Parce que je t'aime. Parce que tout le monde fait des erreurs.
Les mensonges avaient un goût de cendre, mais ils avaient leur utilité. Belle devait croire qu'il restait le mari confiant qu'elle manipulait depuis 10 ans. Elle devait penser que son secret était sauf, parce que Norman Granger allait lui montrer à quel point un ingénieur en colère peut être dangereux. Transition audio, claquement de porte, fond sonore de bureau feutré. Le bureau de son avocat ressemblait exactement à ce que Central Casting choisirait pour un conseiller compétent, cheveux gris, costume de qualité, le tout dans un bureau au parfum de cuir. Avec une confiance calme, James Morrison gérait depuis des années le contrat commercial de Norman, mais la réunion d'aujourd'hui était différente. « Je veux tout restructurer », déclara Norman en faisant glisser des documents sur le bureau en acajou. Compte bancaire, investissement, titre de propriété, bénéficiaire d'assurance, tout. Morrison ajusta ses lunettes et parcourut les papiers d'un œil scrutateur. « C'est plutôt complet, Norman. Puis-je savoir ce qui motive ce changement ? Appelons ça une planification successorale. La planification successorale ne consiste généralement pas à retirer votre épouse de tous les documents légaux, répliqua Morrison. Norman croisa son regard. Ma femme a une liaison. J'ai des raisons de croire qu'elle prépare quelque chose qui pourrait mettre mes biens en danger. Ce n'était pas tout à fait la vérité, mais suffisamment proche pour justifier légalement la démarche. Morrison hocha lentement la tête. Très bien. Nous pouvons créer une fiducie familiale avec votre sœur comme administratrice. Transférez tous les biens au nom de la fiducie. Si quelque chose vous arrive, Caroline contrôlera les actifs selon vos directives. Combien de temps cela prendra-t-il ? 2 semaines, en accélérant. Accélère. Norman passa les 3 jours suivants à liquider tout discrètement, compte commun d'épargne, portefeuille d'investissement, fonds d'urgence qu'ils avaient constitué au cours de 10 années de mariage. Il transféra tout sur les nouveaux comptes au nom de la fiducie, ne laissant que juste assez sur leur compte courant partagé pour éviter tout soupçon. Belle ne remarqua rien. Trop occupé à gérer les retombées sociales de sa liaison dévoilée, trop concentré sur les dégâts à contrôler pour prêter attention aux relevés bancaires. Le jeudi matin, Norman lui annonça qu'il partait pêcher, seul. Combien de temps ? Elle leva les yeux de son ordinateur, où elle supprimait des commentaires haineux sur sa page Facebook. J'ai besoin de temps pour réfléchir, digérer tout ce qui s'est passé. 1 semaine, peut-être plus, selon la pêche. Un soulagement traversa son visage avant qu'elle ne le cache. Ça me va. Tu as besoin d'espace pour guérir. Norman prépara soigneusement son matériel, équipement de pêche, fourniture de camping, nourriture pour 1 semaine en pleine nature. Il acheta même un permis de pêche et fit des réservations dans un parc national à 3 heures de route. Tout devait sembler légitime. Mais au lieu de conduire vers le lac, il s'enregistra dans un motel sous un faux nom et commença la surveillance. Le logiciel de localisation sur le téléphone de Belle montrait ses déplacements en temps réel. Mercredi après-midi, elle se rendit à l'appartement d'Ashton et y resta 3 heures. Jeudi, elle visita un magasin de prêt sur gage dans un quartier difficile, à la même adresse où elle avait effectué des achats mystérieux quelques mois plus tôt. Vendredi soir, elle rencontra un homme que Norman ne connaissait pas, corpulence lourde, tatouage de prison visible sur les bras, un visage qui aurait fait la une des avis de recherche. Ils discutèrent 10 minutes dans le parking d'un fast-food, puis se séparèrent. Norman suivit l'inconnu jusqu'à une maison délabrée dans l'est de la ville. Une recherche rapide sur Internet révéla que le propriétaire, rue Fucade, venait d'être libéré après avoir purgé 8 ans pour fabrication et distribution de substances contrôlées. Le fournisseur, l'homme qui avait fourni le poison qu'ils avaient tenté d'utiliser à la fête d'anniversaire. Norman photographia tout, la maison, la plaque d'immatriculation, Rufus lui-même lorsqu'il sortit fumer. Puis il s'installa pour attendre. Son téléphone vibra, un message de Belle. « Tu me manques. J'espère que la pêche est bonne. » Il répondit. « Paisible ici. Besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faut. Je t'aime. » Norman fixa ces 3 mots longtemps. Autrefois, il représentait tout pour lui. À présent, ce n'était plus qu'un mensonge de plus dans un mariage bâti sur la tromperie. Samedi matin, le téléphone de Belle se déplaça vers une adresse que Norman reconnut, la maison de Dileya.
Sa belle-mère avait été sortie de l'hôpital la veille, censée se rétablir à domicile. À travers son téléobjectif, Norman observa Belle arriver, portant un plat couvert, jouant la fille dévouée. Mais la réunion dura 4 heures, et quand elle repartit, elle portait un petit paquet. Ce soir-là, Rufus Cade reçut un visiteur. Norman photographia Ashton entrant dans la maison du dealer, y restant 20 minutes, puis repartant avec ce qui semblait être une ordonnance. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. Ils avaient leur poison. Ils avaient leur plan. Tout ce qu'il restait, c'était que Norman rentre de sa partie de pêche. Dimanche soir, il appela Belle. Comment s'est passée la pêche? Terrible. Je n'ai rien attrapé de valable. Pauvre chérie. Quand rentres-tu? Demain, je crois. Mon lit me manque. Tu me manques aussi. Je cuisinerai ton plat préféré. Parfait. Norman raccrocha et fit ses préparatifs finaux. Caméra cachée partout dans la maison, enregistreurs vocaux aux endroits clés, copie de sauvegarde de toutes les preuves stockées en plusieurs lieux sécurisés. Il avait même rédigé une confession détaillée expliquant tout ce qu'il avait découvert, programmée pour être automatiquement envoyé à la police s'il ne donnait pas de signe de vie toutes les 12 heures. Puis il rentra chez lui pour affronter ses meurtriers potentiels. La maison semblait exactement la même qu'à son départ. Même pelouse bien taillée, même extérieur parfait, même illusion de bonheur suburbain. Mais maintenant, Norman voyait au-delà de la façade, vers la pourriture qui rongeait tout. Belle l'accueillit à la porte, les yeux embués de larmes, les bras ouverts. « Je suis désolé, murmura-t-elle en l'enlaçant. Je sais que je t'ai terriblement blessé. Nous allons surmonter ça, dit-il, notant combien elle tremblait contre lui, partagée entre la culpabilité et l'anticipation. Il faut qu'on essaie. J'ai réservé au Romanoès pour vendredi soir. Juste nous deux. Il faut parler de notre avenir. Le Romanoès, le restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous, où il avait fait sa demande 5 ans plus tôt. Elle avait prévu de le tuer dans un lieu chargé de sens, pour ajouter du poids émotionnel à sa veuvage. Ça me va, dit Norman en embrassant le sommet de sa tête. Je t'aime, Belle. Je t'aime aussi. Les mensonges venaient si facilement maintenant. Mais eux deux en racontaient depuis longtemps. Norman se tenait dans la cuisine de Dileya, regardant sa femme arranger des fleurs dans un vase en cristal. La cuisine ressemblait à une page de magazine, comptoir en granit, appareil professionnel, rideaux probablement plus chers que la plupart des voitures. Tout parfait en surface, cachant la pourriture en dessous. Elles sont magnifiques, dit Belle en ajustant avec aisance des roses blanches. Maman aimait toujours les fleurs. Où repose-t-elle? À l'étage? Le séjour à l'hôpital l'avait beaucoup fatigué. Norman hocha la tête, sachant grâce au matériel de surveillance qu'il avait installé que Dileya avait passé la matinée au téléphone, discutant des préparatifs finaux. Elle ne se reposait pas, elle préparait. Je pensais qu'on pourrait dîner ici ce soir, reprit Belle. Juste en famille. Maman a besoin d'être réconfortée et nous devons commencer à guérir ensemble. Qui vient? Juste nous, maman, Carline, et quelques amis proches. Ashton a dit qu'il passerait voir maman. Et il y a quelqu'un de nouveau que j'aimerais que tu rencontres, Rufus. C'est un associé en affaires de maman. Le sang de Norman se glaça. Ils invitaient leur fournisseur de poison au dîner, en faisant une affaire de famille. Parfait, dit-il. Que puis-je faire pour aider? L'après-midi passa en une chorégraphie minutieuse. Norman aidait aux préparatifs tout en cataloguant mentalement chaque détail. Les verres à vin que Belle choisissait, du cristal lourd, difficile à remplacer sans être vu. Les couverts, qui le plaçaient à la tête de la table, isolés de ses alliés potentiels. La façon dont Belle consultait sans cesse son téléphone, coordonnant avec des complices invisibles. À 18 heures, les invités commencèrent à arriver. Carline fut la première, portant une bouteille de vin et une expression méfiante. Elle serra Norman dans ses bras et lui chuchota à l'oreille. « Tu es sûr de ça? »« Fais-moi confiance, » répondit-il. Ashen arriva ensuite, une nervosité palpable émanant de chaque pore. Il serra la main de Norman, paume moite, évitant le regard.
Content de te voir, mon pote. Comment était la partie de pêche? Éclairante. Kendra Vaughn apparut avec un plat en casserole et un silence pesant. Depuis la révélation de l'affaire, elle oscillait entre sa loyauté envers Belle et sa propre conscience morale. Elle embrassa la joue de Belle avec une réticence évidente. Le dernier invité donna la chair de poule à Norman. Rufus Cade ressemblait parfaitement à ce qu'il était, un criminel endurci en costume mal ajusté. Il se présenta comme un ami de la famille. Il s'assit là où Belle le dirigea, directement en face de Norman. Dileya descendit les escaliers avec la majesté d'une reine accordant une audience. Elle s'était soigneusement préparée pour l'occasion, une robe noire, des perles, un maquillage appliqué avec une précision artistique. Elle ressemblait à une femme en train de se remettre d'un accident traumatique. Elle avait l'air d'une belle-mère en deuil, prête à consoler la veuve de sa fille. « Norman, mon cher. » Elle posa un baiser glacé sur sa joue. « Merci d'avoir organisé ça. Les réunions de famille sont si importantes en ces moments difficiles. » Ils s'assirent autour de la table à manger en acajou pendant que Belle servait son fameux rôti mijoté. Norman avait dégusté ce plat des centaines de fois, mais ce soir-là, il avait le goût du carton. Chaque bouchée pouvait être sa dernière. La conversation glissa sur des sujets soigneusement choisis pour éviter toute tension, la météo, les nouvelles locales, des sujets sur qui n'entraînerait ni dispute ni suspicion. Pourtant, Norman sentait une tension électrique sous-jacente, cette énergie à peine contrôlée de prédateurs prêts à frapper. « Portons un toast », déclara Dia lorsqu'ils arrivèrent au dessert. À la famille, à la guérison, au nouveau départ. Belle se leva et commença à remplir les verres de vin, puisant dans une bouteille de Bordeaux coûteux. Norman observa ses mains, guettant le moindre signe inhabituel, un léger tremblement, un instant d'hésitation. Mais elle versa avec une précision constante, réservant son verre pour la fin. Lorsqu'elle lui tendit, ses doigts effleurèrent brièvement les siens. Sa peau semblait fiévreuse. « À la famille », dit Norman en levant son verre. Le vin avait un goût normal, riche, complexe, légèrement amer à cause des tanins. Mais en quelques minutes, Norman sentit un malaise, une légère brûlure dans la gorge, un battement irrégulier dans la poitrine. Il posa son verre et tendit la main vers son eau, mais celle-ci tremblait. « Ça va ?» demanda Carline, sa voix aiguë d'inquiétude. Norman tenta de répondre, mais sa voix se brisa en un croassement. Sa gorge se refermait, ses voies respiratoires se resserraient. Il agrippa son col, haletant. « Oh mon Dieu !» cria Belle en bondissant de sa chaise. « Il est allergique aux noix. Il doit y avoir des noix dans le dessert. » Mais Norman n'avait jamais été allergique aux noix. Ni à rien d'autre. C'était du poison, la même substance qui avait failli tuer Dileya lors de la fête d'anniversaire. Sa vision devint floue alors qu'il s'effondrait sur le sol, secoué de convulsions. À travers le chaos des cris et des chaises raclant le parquet, il entendit Belle sangloter. « Appelez le 911. Que quelqu'un appelle le 911. » Mais personne ne bougea vers un téléphone. Personne ne semblait surpris par son effondrement soudain. Tous restèrent figés, regardant Norman mourir. Tous, sauf Carline. « J'ai déjà appelé, » dit-elle calmement, « et j'ai appelé la police aussi. » La pièce se tut, seulement troublée par la respiration laborieuse de Norman. « Quoi ?» La voix de Belle se brisa. « Pourquoi as-tu appelé la police ?»« Parce que je sais ce que vous avez fait. Ce que vous avez toutes fait. » Les convulsions de Norman ralentirent, puis cessèrent. Il resta immobile sur le tapis perçant, la mousse séchant au coin de sa bouche. Pour quiconque observait, il semblait mort. Belle tomba à genoux à ses côtés, ses sanglots résonnant dans la pièce. « Non, 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 pas comme ça. » Mais Norman était bien vivant. Le poison n'était rien d'autre qu'un médicament léger, induisant des symptômes temporaires. La mousse était du dentifrice. Les convulsions, une performance digne d'un Oscar. Pendant sa semaine de surveillance, il avait appris plusieurs choses, notamment que Rufus Cade était plus intéressé par l'argent que par la loyauté, et qu'un homme risquant 20 ans de prison pour meurtre pourrait être prêt à trahir ses employeurs au bon prix. Norman se redressa lentement, essuyant la mousse factice de sa bouche avec le dos de la main.
Le silence dans la pièce était total. Même l'horloge grand-père dans le couloir semblait avoir cessé de tic-tac. Le visage de Belle passa par une série d'expressions rapides, confusion, incrédulité, horreur naissante, puis une rage pure qui transforma ses traits en quelque chose d'inhumain. « Espèce de fils de pute », murmura-t-elle. « Langage, ma chère », répondit Norman en se levant, « nous avons des invités. » Ashton s'élança vers la porte, mais Carline était déjà là, verrouillant la porte et rangeant la clé. À travers la fenêtre, des lumières rouges et bleues balayaient la pelouse avant tandis que les voitures de police remplissaient l'allée. « Assieds-toi, Ash, dit Norman d'un ton tranquille. Ce n'est pas fini ici. Qu'est-ce que c'est que ça, demanda Dileya, sa contenance vacillant. Quel genre de jeu malsain jouez-vous? Celui où je ne meurs pas et où vous finissez tous en prison. Norman se dirigea vers le buffet et ouvrit un tiroir, en sortant un enregistreur numérique et une enveloppe manilla. J'ai documenté vos activités depuis un certain temps. Il appuya sur lecture. La voix de Belle remplit la pièce, claire comme du cristal. Norman est intelligent pour l'ingénierie et la construction, mais il est naïf avec les gens. Il pense encore que je l'ai épousé par amour. Belle pâlit. Où as-tu eu ça? La voiture de ton petit ami. Incroyable ce que la technologie peut faire aujourd'hui. Norman ouvrit l'enveloppe et étala des photographies sur la table à manger. Voici vos rendez-vous romantiques au Riverside Motel. Voici vos visites à Rufus ici. Puis il posa une série de relevés bancaires sur la table. Ceci montre comment vous avez vidé systématiquement les comptes des victimes précédentes. Le détective Ray Collins frappa à la porte d'entrée. Norman avait travaillé avec Collins sur un projet de construction pour la ville. Ils avaient développé une relation professionnelle basée sur le respect mutuel. Entrez, Ray, appela Norman. Les portes déverrouillées, Collins entra avec deux officiers en uniforme, le visage sombre. Norman, on a reçu ton appel. Quelle est la situation? Plusieurs accusations, tentative de meurtre, complot, fraude à l'assurance, et au moins un meurtre avéré. Norman saisit une autre photo sur la table. Voici John Rancho, l'ex-fiancé de Dileya. Ils ont détruit sa vie et prévoyaient de le tuer avant de trouver des cibles plus faciles. Vous ne pouvez rien prouver, dit Dileya, mais sa voix manquait de conviction. Au contraire, répondit Norman en s'adressant directement à Rufus. Veux-tu expliquer au détective Collins l'arrangement que tu as conclu avec ces dames, ou dois-je lui faire écouter notre conversation d'hier? Rufus regarda autour de lui comme un animal piégé, puis fixa le badge de Collins. Je veux faire un marché. Tais-toi, siffla Belle. Madame, je ne vais pas mourir pour meurtre. Pas pour vous ni pour personne d'autre. Rufus se leva lentement, les mains visibles. Détective, j'ai des infos sur plusieurs homicides. Ces femmes empoisonnent les gens depuis des années. Collins fit signe à un des policiers, qui commença à lire les droits de Miranda. Vous avez le droit de garder le silence. Mais aucune d'elles ne resta silencieuse. Au moment où les menottes apparurent, les accusations fusèrent. C'est toute l'idée de Dileya, hurla Belle. C'est elle qui m'a forcé. Elle m'a menacé si je ne coopérais pas. Je n'ai touché personne, rétorqua Dileya. C'est Biel qui a insisté pour tuer ton père. Je lui ai dit que c'était trop risqué. Ashton tenta une autre approche. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait. Je pensais que c'était juste une affaire. Quand ils m'ont parlé du poison, j'ai essayé de me retirer. Norman observa la dissolution du groupe avec un détachement professionnel. Face aux conséquences, leur alliance s'effondra instantanément. Chacun se retourna contre les autres, dans une lutte féroce pour se sauver. Le détective Collins les dispersa dans différentes pièces pour des interrogatoires individuels. Norman fournit des copies de toutes ses preuves, enregistrements, photographies, documents financiers, témoignages de victimes précédentes comme John Rancho. Un travail impressionnant, confia Collins en privé. Tu aurais pu être détective. J'avais une bonne motivation. Depuis combien de temps connais-tu les suspects? Une semaine. J'en ai eu la certitude après la fête d'anniversaire, mais j'avais besoin de preuves solides pour le tribunal. Collins réexamina les preuves en sifflant doucement. Oui,
ça tiendra. Plusieurs chefs de meurtre au premier degré, complot, fraude. Il risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À travers la fenêtre, Norman vit les ambulanciers charger d'Iléa dans une ambulance, non pas parce qu'elle était blessée, mais parce qu'elle s'était effondrée en réalisant l'ampleur des preuves contre elle. Belle était assise à l'arrière d'une voiture de police, le maquillage délavé par les larmes, hurlant des menaces à quiconque voulait l'entendre. Ashton avait déjà été conduit au poste avec Rufus. Et maintenant, demanda Caroline en posant un bras autour des épaules de Norman. Maintenant, ils vont rendre des comptes, répondit Norman. Et moi, je recommence. Les marches du palais de justice étaient envahies de journalistes lorsque Norman sortit de l'audience finale. 18 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit à la maison de D'Iléa. 18 mois de procédure judiciaire, d'attention médiatique et de guérison progressive. Le verdict avait été unanime. Et la vie brutale de D'Iléa Morgan. Peine de prison à perpétuité pour meurtre au premier degré dans la mort du père de Norman. Accompagnée de peines supplémentaires pour complot et fraude. Belle Granger, condamnée à la perpétuité pour tentative de meurtre et complot. Plus 25 ans pour fraude à l'assurance et ciblage systématique de victimes antérieures. Ashton Marlowe, 40 ans pour complot et complicité de meurtre. Rufus Cade avait bénéficié d'une réduction de peine en échange de sa coopération. Mais malgré cet accord, il écopa de 25 ans. Un journaliste, Monsieur Granger, lui tendit un micro. Que éprouvez-vous en voyant la justice rendue? Norman s'arrêta, se tourna vers les caméras. Durant 1 an et demi, il avait appris à gérer l'attention médiatique. Avec la même précision qu'il appliquait aux problèmes d'ingénierie. C'est une forme de clôture, répondit-il simplement. Ces femmes ont détruit plusieurs vies pendant des années. Les peines prononcées aujourd'hui garantissent qu'elles ne feront plus jamais de mal à qui que ce soit. Et maintenant, quel est votre projet? Je me concentre sur la reconstruction, repartir à zéro. Il refusa de répondre aux questions supplémentaires et traversa la cour. Où Caroline l'attendait dans son camion, moteur allumé. Comment vous sentez-vous? Demanda-t-elle alors qu'il quittait le palais de justice. Free, l'entreprise, avait prospéré pendant la procédure judiciaire. Norman l'avait rebaptisé Granger & Stone Construction en hommage à son père. Et la société était passée d'une activité individuelle à une firme de 12 employés. La maison où il avait vécu avec Belle avait été vendue. Le produit de la vente reversé à une association d'aide aux victimes. Il acheta une plus petite maison de l'autre côté de la ville. Loin des souvenirs toxiques. Le divorce fut finalisé pendant que Belle attendait son procès en prison. Elle tenta de réclamer la moitié des biens. Mais la planification financière méticuleuse de Norman rendit cela impossible. La structure de la fiducie protégeait ses actifs. Et sa condamnation annulait tout droit sur les biens communs. Elle n'obtint rien. Exactement ce qu'elle méritait. Ce soir-là, Norman était assis au pub d'Ali. Le même bar où avait eu lieu la fête d'anniversaire qui avait tout déclenché. Le propriétaire avait proposé d'organiser un dîner de célébration pour l'équipe juridique. Mais Norman avait décliné. Il ne célébrait rien. Il avançait simplement. Un autre bourbon, s'il vous plaît. Le barman était une jeune femme aux yeux doux et au sourire naturel. Elle servit avec soin, faisant glisser le verre sur le bois poli. Célébrer quelque chose. Survivre à quelque chose. Parfois, c'est la même chose. Norman observa son visage. Joli, mais pas artificiellement. Un sourire sincère qui illuminait ses yeux. Le genre de femme qui dit probablement la vérité la plupart du temps. Qui paie ses factures elle-même. Et ne voit pas les autres comme des ressources à exploiter. Je m'appelle Emma, dit-elle en tendant la main. Norman, répondit-il, serrant la main avec fermeté et honnêteté. Pas de pression calculée, pas de contact prolongé destiné à manipuler. Je peux t'offrir un verre après le travail? Demanda Norman. Emma sourit, mais secoua la tête. Merci, mais je ne sors pas avec des clients. Mauvaise politique dans ce métier, je comprends. Elle se déplaça pour servir d'autres clients. Et Norman termina lentement son bourbon. Dehors,
les lumières du centre-ville de Louisville scintillaient comme des étoiles. Et le trafic circulait selon des rythmes prévisibles. Le monde continuait de tourner, indifférent à la souffrance humaine comme au triomphe. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Son cœur s'accéléra un instant. Parfois, des détenus trouvent des moyens d'envoyer des messages. Mais celui-ci semblait innocent. Félicitations pour ta victoire. Tu mérites le bonheur. Signé Junior John Rancho. L'homme dont la vie avait été détruite par Delia et Bell bien avant que Norman ne les rencontre. Il avait témoigné au procès. Son courage ayant aidé à obtenir les condamnations. Norman supprima le message sans répondre. Certaines connexions valent mieux être laissées au passé. Il paya sa note et se dirigea vers son camion. Notant qu'Emma le regardait partir. Pas avec calcul ni intérêt prédateur. Mais avec une simple curiosité humaine. Peut-être qu'un jour, quand assez de temps sera passé. Quand il aura appris à faire confiance à nouveau. Il pourrait avoir une conversation qui dure plus qu'une commande de boisson. Mais pas ce soir. Ce soir, il rentra chez lui, dans sa maison calme. Avec ses livres, sa solitude. Et sa vie reconstruite avec soin. Il avait appris des leçons importantes sur les masques que les gens portent. Sur la différence entre l'amour et la manipulation. Sur le prix de la confiance donnée librement. Norman Granger ne serait plus jamais naïf. Mais peut-être qu'un jour, il pourrait apprendre à être heureux. Un an après les condamnations, Norman était assis dans la même cabine d'Ali. Celle où il s'était installé la nuit du procès. Le pub avait changé. La nouvelle direction avait rénové, modernisé la décoration. Introduit de la musique live les week-ends. Même le barman avait changé. Emma avait été promue manager. Elle lui fit un signe de tête en entrant. Professionnel mais amical. Il n'y avait plus la barrière client-employé entre eux. Mais Norman n'avait fait aucun pas pour combler cet écart. Certaines distances sont confortables. Tu deviens un habitué, dit-elle en glissant un bourbon sur la table sans qu'il ait demandé. Créature d'habitude. Il n'y a rien de mal à ça. La constance est sous-estimée. Elle s'éloigna, puis fit une pause. Ça te dérange si je m'assois un instant? Ça a été une longue journée. Norman fit signe vers le siège vide en face de lui. Emma s'assit en soupirant, fatiguée. En retirant les épingles de ses cheveux qui tombèrent sur ses épaules. Mieux comme ça, dit-elle. Parfois, j'oublie à quel point ces choses peuvent peser. Ils restèrent en silence confortable un moment. Regardant la foule du soir entrer petit à petit. Jeune professionnel prenant un verre après le travail. Couple plus âgé en sortie. Le mélange habituel d'humanité cherchant connexion et échappatoire. Je peux te poser une question, dit Emma. Et dis-moi franchement si ça ne te regarde pas. Vas-y. Cette nuit-là, il y a un an, quand tu as dit que tu survivais à quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Norman réfléchit soigneusement. L'histoire avait fait la une de tous les journaux. Mais tout le monde ne suivait pas forcément les infos locales. Ma femme a essayé de m'empoisonner, avec sa mère et plusieurs complices. Elle l'avait déjà fait à d'autres hommes. J'ai compris leur plan et j'ai retourné la situation. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Jésus. L'affaire Granger. C'était toi. C'était moi. Je me souviens avoir lu ça. Meurtre multiple, fraude à l'assurance. Comment as-tu survécu? En étant plus prudent qu'elle n'était intelligente. Emma secoua lentement la tête. Comment fais-tu pour faire confiance à quelqu'un après ça? Très prudemment, et pas très souvent. Elle observa son visage. Voyant ce que d'autres pourraient manquer. Les murs précautionneux qu'il avait construits. Les mécanismes de défense devenus une seconde nature. C'est une façon de vivre solitaire. Solitude vaut mieux que mort, non? La question flottait entre eux comme un défi. Norman s'était posé la même question maintes fois ces 2 dernières années. La réponse était simple autrefois. La sécurité passe avant tout. Mais récemment, il avait commencé à se demander si survivre et vivre était la même chose.
Un jeune couple entra dans le pub, riant, se tenant la main. Il ressemblait à ce que Norman et Belle avaient dû être. Avant qu'ils ne sachent ce qu'elle était vraiment. La vue aurait dû le remplir d'amertume. Mais au lieu de cela, il ressentit quelque chose d'inattendu. Pas exactement de l'envie, mais la reconnaissance de ce qu'il avait perdu. Peut-être, dit-il. Enfin. Mais je ne suis pas encore prêt à le découvrir. Emma hocha la tête, compréhensive. Quand tu seras prêt, peut-être qu'on pourrait dîner un jour. Quelque part où ils ne servent pas d'alcool. Peut-être. Elle sourit et se leva, lissant sa jupe. Je devrais retourner au travail. Mais Norman, prends ton temps. Guérir n'est pas une course. Norman la regarda s'éloigner. Termina son bourbon et laissa de l'argent sur la table. Dehors, l'air printanier portait le parfum des arbres en fleurs et de la pluie lointaine. La ville vibrait autour de lui. Pleine de gens poursuivant leur propre version du bonheur et de la sécurité. Il conduisit chez lui. Par des rues familières. Passant devant le palais de justice où la justice avait été rendue. Le cimetière où reposait son père. La maison où il avait cru à l'éternité. Le passé était une carte de cicatrices. Mais des cicatrices qui guérissent. Celles qui te rendent plus fort. Au lieu de simplement plus dur. Il se servit un verre de vin d'une bouteille qu'il avait ouverte lui-même. Vérifia les serrures de toutes les portes. Et s'assit dans le vieux fauteuil de son père. Le même fauteuil que Belle avait toujours détesté. Celui qui lui rappelait sa victime. Maintenant, c'était simplement un meuble confortable. Dans une maison qui lui appartenait entièrement. Son téléphone reposait silencieux sur la table de chevet. Pas de manipulation déguisée en affection. Pas de message calculé pour baisser sa garde. Juste le silence. Le bruit des pages qui tournent. Et la certitude qu'il survivrait à quelque chose que la plupart ne pourraient imaginer. Norman Granger ne buvait plus que dans des bouteilles scellées. Vérifier les ingrédients de chaque repas. Vérifier 2 fois les serrures. Et ne faisait jamais pleinement confiance à ceux qui souriaient trop facilement. Ou posaient trop de questions. Mais il était vivant. Et peut-être qu'un jour bientôt. Cela suffirait pour commencer à construire quelque chose de nouveau. Sur les fondations de tout ce qu'il avait appris. Le vin avait un goût pur et honnête. Comme un futur sans poison. Hello. Get in. Damn it. Oh, what are we doing here? Trying to show me something or what? Ba. 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 No luck on that one. No juice, no goop. Any joiners in chat? So far, it's just going to be Are You Sitting taking it. Okay, I want... We're at 17. What's a chat can kill me? So check out the button on screen called Crowd Control. Should be a yellow button somewhere on your screen. And you'll be able to redeem some coins, some free coins, and you can use those coins to directly influence my game. Oh, what's up, man? Welcome to the stream. How do I pronounce your name? Yaquaz? Yaquazer? Okay, we want that Enderman. I'm out of blocks, and I'm also low on pickaxe. If you believe in me, nothing. Wait. All right, excellent.
Are you sitting taking the raffle? Excellent. Congratulations, are you sitting? Ah, damn it. Wait. Yes, 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 yes. Yes! I can't stop winning. Can't stop winning. And named you were just a second too late, bro. You missed the raffle. Because he are all, then it works. Damn it, bro. Where are my rates? I'm low on coins right now. Unfortunate. Okay, that was like 3 in a row that did not drop. Unfortunate. So we just gotta keep grinding. Oh, there's another one. Damn it. This is a fast one. We got a runner. Oh, thank God. This one is zoomer, bro. Oh, we got a drop. Let's go. I saw another guy. Here. That's correct. That's correct, Quay. Yes, I get a majority cut of any coins that you buy. Oh, I did not mean to do that. Did I trap him or no? He just teleports, right? Okay, I don't know where the hell he went. Yippee! Okay, we're at 19 pearls. That's pretty close to where we want to be. I'm gonna push for like one more. I'm gonna push for one more and then we're gonna head home. Now there's 2 ways to do that. Pat, are you still here? I think it was -300, +100.